bienvenue dans notre podcast réalisé avec la Chambre des notaires du Bas-Rhin. Avec nous, maître Laurent Criqui Bonjour. pour aborder la transition écologique avec notamment la nouvelle loi climat, les nouvelles normes pour améliorer les performances énergétiques des logements. Et pour rester sur ce thème écolo, on évoquera également le droit des arbres. Comment protéger un arbre chez le notaire? Vous nous direz tout. Revenons sur la loi climat du 22 août 2021 qui lutte contre le dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'elle change pour vous, les notaires, lors de la vente d'un bien immobilier? Alors, lors de la vente d'un bien immobilier, effectivement, cette loi a eu le mérite de faire évoluer le DPE, pour le diagnostic de performance énergétique qu'on voit, c'est un peu comme les réfrigérateurs, c'est de A jusqu'à G. Oui, c'est un Qui, document qui sert à estimer la consommation c'est ça, d'énergie et les taux d'émission de exactement, gaz à effet de serre. tout à fait. Vous êtes bien renseigné. Et donc, du coup, effectivement, cet élément est obligatoire pour une vente, notamment effectivement une mise en vente par une agence immobilière. Et l'intérêt effectivement de ce document, c'est pour l'acquéreur de savoir un peu où il va au niveau de sa consommation future. L'évolution étant effectivement depuis le 1er juillet 2021, donc effectivement, que ce DPE a fait effectivement l'objet, on va dire, d'une retouche. À savoir que maintenant, il est opposable au vendeur. Et ce qui se passe, c'est que ce document est maintenant beaucoup plus lisible, beaucoup plus concret, qu'il indique de manière assez précise, puisqu'avant c'était assez large, la consommation future. Et il y a des étiquettes, on va dire, à la fois de consommation énergétique hiver et été. Donc il y a confort été, confort hiver. Ce document est plus complet et va effectivement maintenant être opposable, on va dire, et concrètement, la problématique qu'il y aura et qui va se poser, à mon avis, c'est que malheureusement, pour l'instant, il n'y aura pas vraiment de sanctions. Mais par contre, la conséquence, c'est qu'à partir de 2025, les logements qui sont classifiés en G, donc les plus mauvais, ce qu'on appelle vulgairement les passoires énergétiques, ne pourront plus être mis en location. Donc du coup, forcément, il faudra que les propriétaires fassent des travaux d'amélioration énergétique. Et en 2028, ce seront effectivement les logements classifiés en F. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'Eurométropole, on estime quand même à peu près le pourcentage de logements dits passoires énergétiques, à peu près 35%. 35%, c'est beaucoup quand même, c'est un tiers. 35%, c'est assez énorme. C'est un peu plus d'ailleurs que la moyenne nationale, qui est plutôt de l'ordre de 20-25%. Donc ça correspondrait à peu près à 75 000, 80 000 logements. Donc c'est sûr qu'on peut se poser la question, notamment bien sûr des logements en copropriété. Si des copropriétés sont en difficulté financière, il faudra qu'il y ait des aides qui viennent effectivement soutenir les futurs travaux d'amélioration énergétique. Alors, il y a déjà effectivement un certain nombre d'aides, MaPrimeRénov', mais qui sont un peu plus dures à obtenir quand on est en copropriété. Oui, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux de rénovation à prévoir sur l'agglomération de Strasbourg. Oui, et en général, oui, sur l'agglomération et puis sur tout le territoire national, oui, forcément. Vous l'avez dit, l'objectif de cette loi climat, c'est vraiment d'écarter du marché locatif toutes les passoires thermiques C'est et ça. d'accélérer la rénovation des logements. C'est le but premier, effectivement, de cette réglementation. Et effectivement, il y a une meilleure visibilité aussi au niveau du diagnostic de performance énergétique. J'ai l'impression que les hackers, maintenant, au regard de ce nouveau document, ça leur paraît beaucoup plus concret et parlant qu'avant. Et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre un parc de logements de niveau basse consommation d'ici 2050. Je crois que les objectifs sont C'est même optimiste ? un peu plus optimistes, puisque logiquement, c'est en 2028, il y a la gradation, il faudra que ces logements soient en B, C ou D. Donc effectivement, il faudra forcément qu'il y ait beaucoup de travaux. Alors ça paraît quand même assez court, on va dire, parce que c'est 6 ans. Mais c'est vrai que 2050, c'est un peu une limite qui a été fixée effectivement par la loi climat pour avoir un but un peu plus lointain. En 2050, ce serait quasiment tous les logements qui sont en B. Et en B, en fait, c'est des logements totalement neutres au niveau des émissions. Ça, voilà. Moi, je souhaite que ça puisse être tenu, mais je ne sais pas si concrètement ça pourrait effectivement être tenu. À voir.
Alors pour rester dans l'univers des normes, autre contrainte sur les consommations d'énergie, c'est également la RE 2020, la réglementation énergétique qui est obligatoire depuis cette année, depuis le 1er janvier. C'est ça, donc pour les permis déposés à partir du 1er janvier, effectivement, on est soumis à une nouvelle réglementation thermique qui est beaucoup plus drastique. Donc c'est vrai que la problématique majeure pour les gens, ça va être le coût, forcément, puisque en fait, il faut privilégier beaucoup les éléments biosourcés. Donc ça veut dire tout ce qui est bois, tout ce qui est isolation naturelle, chanvre, lin. Malheureusement, le bois, on sait que ça a pris beaucoup, donc quasiment 30% au niveau du coût. Donc c'est vrai que là, ça rentre un peu en collision finalement peut-être avec les prévisions, mais c'est vrai que quand cette loi a été créée, on n'avait pas eu tout ce qui nous est tombé dessus ces dernières années, ça c'est sûr. Donc là, effectivement, c'est le premier objectif, c'est forcément que les logements soient, on va dire, quasiment autonomes au niveau énergétique. On veut viser à abolir aussi le gaz, tout ce qui est consommation gaz à terme. Donc ça veut dire que dans quelques années, il n'y aura plus de chauffage au gaz? C'est un peu le but qui est effectivement, alors plus, ça c'est pas possible, mais on va dire moins. C'est uniquement, on va dire, pour les constructions neuves, puisqu'on reprécise que c'est permis déposé. Donc pour les constructions neuves, ce qu'il y aura, c'est que je pense qu'à terme, il n'y aura plus de permis délivrés si effectivement on emploie le gaz, par exemple. Oui. Néanmoins, effectivement, je suppose que ça va modifier aussi un petit peu la vision des gens sur la construction. Notamment restriction au niveau superficie. Forcément, les gens... On va construire plus petit. Je pense qu'on va construire plus petit et avec des mutualisations de pièces, c'est-à-dire des pièces qui ont multi-usage, qui pourront faire bureau, qui pourront faire salon, etc., des choses comme ça. Et construire plus petit, oui, forcément, parce que le coût de construction au mètre carré va, à mon avis, être nettement supérieur. Alors, autre aspect de la loi climat, c'est aussi la lutte contre l'artificialisation des sols, avec objectif zéro artificialisation. Alors, expliquez-nous en quoi consiste cette notion et quelles sont les conséquences sur les projets immobiliers. Le but de la loi, c'est effectivement empêcher que soit grignoté, on va dire, de la surface, souvent agricole ou de verdure par la suite. Puisque là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, selon les chiffres que j'avais, c'est à peu près 20 000, 30 000 hectares qui sont, on va dire, grignotés chaque année en France. Et au niveau du taux d'artificialisation par personne, on est nettement supérieur à certains pays européens. Par exemple, on a le double, par exemple, du Royaume-Uni. On est à peu près une fois et demie plus qu'en Allemagne. Donc le but du jeu, c'est d'éviter que les zones commerciales s'étendent et c'est aussi de garnir, on va dire, ce qu'on appelle les dents creuses, c'est-à-dire une commune qui va élaborer un document d'urbanisme et qui va vouloir créer, on va dire, une zone constructible en périphérie. On va lui imposer d'abord de regarder toutes les friches qu'elle aura ou les bâtiments désaffectés qu'elle aura sur sa commune qu'il faudra garnir par priorité. Du coup, il y a déjà une commune, alors là, concrètement, je peux vous parler, il y a Bitche, par exemple, la commune de Bitche, alors c'est en Moselle, où son plan local d'urbanisme a été retoqué, du coup, de ce fait-là, puisque, en fait, dans leurs documents, ils n'avaient pas prévu la possibilité, effectivement, de garnir ces friches. Donc, forcément, là, ce qu'on vise, c'est à reconcentrer les constructions. D'ailleurs, la loi climat va permettre, logiquement, de construire plus sur des parcelles plus petites aussi. D'accord, alors donc c'est pour une urbanisation plus intelligente, optimiser déjà le bâti, c'est ça ? Et surtout une urbanisation, on va dire, qui est presque plus verticale que horizontale, puisqu'on va éviter d'étendre l'urbanisation en périphérie. Souvent, c'était la mode, faire un petit lotissement à l'entrée d'une commune. Je dirais, c'est du passé. Alors, certains professionnels de l'immobilier craignent quand même une hausse des prix du foncier ? Peut-être, puisqu'en fait, si vous voulez, pour quelqu'un qui va racheter un terrain où il y a une friche, le coût, c'est sûr que c'est beaucoup plus onéreux que de racheter un terrain nu, puisqu'il y a toute une réhabilitation à faire. Alors, est-ce que
il y aura, je ne sais pas, un système de compensation ou d'aide étatique ou d'aide publique au fait que la friche soit réhabilitée et affectée à l'usage d'habitation. Pour l'instant, il n'y a pas de mesure d'accompagnement, on va dire, véritablement fiscale par rapport à cette loi climat. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que forcément, le coût, s'il n'y a pas d'aide, va être répercuté par le promoteur sur les particuliers et va augmenter Le coût final des bâtiments. le coût final, effectivement, des bâtiments, c'est sûr. Alors, on reste dans ce thème écolo pour évoquer maintenant le droit des arbres. Aujourd'hui, est-ce que les arbres et forêts en France bénéficient déjà de protection? Alors, ouais, les forêts, c'est un peu particulier, effectivement. Il y a des forêts privées et des forêts publiques, mais pour parler plus des arbres, alors, notamment les arbres remarquables au sein des communes, il peut y avoir effectivement des protections mises en place. Un arbre peut être classé. Il peut y avoir un arrêté municipal, même s'il n'y a pas vraiment de classement officiel. Donc, un arbre peut être protégé. Maintenant, effectivement, ça existe depuis 2016, mais c'est vrai que ça n'a pas été assez promu, on va dire. Il n'y a pas eu beaucoup de promotion. C'est une obligation qui s'appelle l'obligation réelle environnementale, qui peut être prise soit par un privé, soit par une collectivité, pour sanctuariser, on va dire, un site naturel qui présenterait des caractéristiques de faune ou de flore intéressantes, ou tout simplement parce que c'est beau, hein, par exemple, une belle allée de marronniers devant une maison, des choses comme ça. Donc il peut y avoir un acte notarié qui est établi entre le propriétaire et entre éventuellement une association, par exemple ça peut être la Ligue protectrice des oiseaux, de manière à ce que le propriétaire finalement s'impose à lui-même pendant une certaine durée, qui peut être au maximum 99 ans, certaines obligations. Donc c'est une procédure possible Oui, si on souhaite protéger un arbre, par exemple un beau chêne bicentenaire dans son jardin. voilà, un arbre ou carrément tout le jardin, ça peut être une partie, on peut le limiter, puisque effectivement on peut mettre un document annexe qui vise à limiter. S'il y a vraiment une grande propriété, on pourrait se dire, bah tiens, il y a un côté, on va le réserver peut-être aux futures constructions, et il y a une partie où c'est plutôt parc et où il y a effectivement des arbres remarquables. Celui-là, on va le sanctuariser et on va signer un acte notarié qui sera déposé au lit foncier et qui sera à ce moment-là opposable aux futurs propriétaires. Donc opposable finalement aux générations futures. C'est une garantie, puisque c'est comme si on créait un peu une servitude, si vous voulez. Une servitude, une fois qu'elle est créée, mis à part si on a l'accord des deux personnes qui ont créé cette servitude, on ne va pas pouvoir la supprimer. Donc du coup, cette obligation, c'est pareil. Elle va s'imposer jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, hein, puisque si on la prévoit sur 20 ans, au bout de 20 ans, là, on pourra remettre ça en cause ou éventuellement la renouveler, mais elle va s'imposer, effectivement. C'est pour ça qu'on parle d'une obligation réelle. Réelle, ça porte sur un bien. Parce que les arbres peuvent être protégés aussi par le plan local d'urbanisme. Alors, les arbres pourraient effectivement être protégés tout à fait par un plan, par effectivement des dispositions du PLU, du plan local d'urbanisme, si effectivement la commune décide, notamment de certains endroits spécifiques. Alors ça peut exister même, je pense, sur Strasbourg, sur d'autres communes, créer des zones vertes, de manière à créer des îlots de fraîcheur, on va dire des îlots de verdure, hein, puisque c'est un peu aussi à la mode. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, puisqu'on rentre dans la loi SRU, on vise à bâtir un peu tout, mais il faut aussi préserver des îlots de fraîcheur, des îlots de verdure. Donc ça ne doit pas être forcément évident, c'est sûr, pour les gens qui élaborent ces documents d'urbanisme, mais en tout cas, techniquement, c'est tout à fait possible. Dans votre étude, on est déjà venu vous voir en vous disant je souhaite protéger cet arbre dans mon jardin. J'avoue que non. Il y a un notaire effectivement qui est spécialisé Un en confrère, Moselle, oui. effectivement un confrère qui est spécialisé dans le domaine. Et c'est à nous en fait, notaire, hein, finalement. Voilà, c'est un peu peut-être l'objet de cette intervention, de faire la promotion de cette obligation réelle et finalement tout simplement d'en parler aux gens, d'en parler un peu à tout le monde, que finalement on se dit ça existe et ça va peut-être un peu faire tache d'huile. Les gens vont revenir vers nous et vont dire tiens, j'ai entendu parler de ça. C'est vrai qu'au niveau médiatique, j'ai peu entendu pour l'instant de petites conférences ou de. Mais on commence à en parler quand même, hein, On le droit des commence à en arbres. parler, mais c'est vrai que comme ça existe quand même depuis 2016, on se dit punaise, ça fait déjà 6 ans. Finalement, on n'a pas trop profité. Finalement de cette occasion et heureusement effectivement il y a cette association qui s'appelle Arbre où il y a effectivement quelques gens assez connus qui essayent de faire la promotion, mais je pense qu'au niveau médiatique ils devraient un petit peu mettre un peu plus
et ça pourra avoir le jour, hein, puisque moi je suis sûr qu'il y a des gens qui souhaitent, on va dire, sanctuariser certaines parties de leur jardin ou des communes, hein, même qui souhaitent effectivement sanctuariser. En tout cas, il y a déjà eu une déclaration des droits des arbres qui a été proclamée Oui, en 2019 à l'Assemblée nationale. oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on pourrait un jour aussi aller vers Vers une une réglementation, une réglementation, une législation. loi arbre, c'est ça? Oui, oui, à mon sens, oui. Effectivement, pour l'instant, effectivement, les mesures, c'est plus. Alors, pour l'instant, on a voulu, je pense, aussi laisser la liberté peut-être plus aux collectivités, de manière à ce qu'elles puissent réglementer ça au niveau, on va dire, de leur commune ou au niveau local. On n'a peut-être pas voulu imposer ça au niveau national. Malheureusement, maintenant, je pense qu'il faudra effectivement passer à la vitesse supérieure parce qu'il y a forcément des communes qui ont joué le jeu, d'autres moins, hein, ça c'est sûr. Et le fait d'avoir une réglementation nationale, ça permettrait d'unifier et justement, effectivement, que chaque commune soit placée sous la même réglementation. Alors, une loi à l'étude, hein. Voilà, On sans verra doute. pour préserver nos arbres. Ça va venir, je pense, Je vous effectivement. remercie, Maître Laurent Cricli, Merci pour à toutes vous ces beaucoup. explications, pour ce podcast sur la transition écologique. Merci. Merci.